Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les matinales de KPMG. Je suis ravie de vous retrouver en ce 30 avril 2025, exceptionnellement un mercredi, pour vous présenter l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Hélène Modicom. La diffusion un mercredi ne sera pas la seule exception à cette émission. En effet, je présenterai cette édition à une seule voix avec aujourd'hui un dossier du mois très dense. En effet, l'actualité extra-financière est aujourd'hui particulièrement riche, à un moment où les grandes entreprises établissent pour la première fois leur état de durabilité et où l'Europe semble hésiter sur sa promesse de Green Deal avec la publication du projet de directive Omnibus. Et donc, très logiquement, dans ce dossier du mois, nous allons nous pencher sur les obligations des entreprises en matière de durabilité. Ce dossier du mois a donc un double objectif. Le premier, faire un retour d'expérience aux grands groupes qui viennent de finaliser leur premier état de durabilité et également sensibiliser les autres entreprises qui, en 2027 ou 2028, seront également concernées par cette publication. Pour ce faire, nous avons convié à notre micro une experte du sujet associée de KPMG France, Sarah Bagnon, en charge de l'ESG au sein de la direction technique de KPMG et également présidente de la commission durabilité de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Bonjour Sarah. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens de le dire il y a un instant, la première vague des entreprises visées par la CSRD sont en train de publier leurs états de durabilité pour la première fois. En tant que commissaire aux comptes, donc avec votre casquette de commissaire aux comptes, Sarah Bagnon, comment évaluez-vous la façon dont les grands groupes cotés se sont préparés à cette première publication? Et même question, comment qualifiez-vous le produit fini? Alors 2025 marque clairement un tournant dans le reporting ESG, également dans les stratégies de transformation durable des entreprises. Avec l'entrée en vigueur de la CSRD, les grands émetteurs se sont organisés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pour mettre en place des processus robustes et fournir les informations requises par les normes ESRS. Ils se sont donné des moyens techniques, opérationnels pour répondre à ces nouvelles exigences et également collecter et fiabiliser ces informations. Les grandes entreprises françaises et européennes ont anticipé les réponses aux enjeux de reporting ESG en adaptant leur organisation, leurs processus, leurs outils, également en impliquant l'ensemble des parties prenantes internes dans l'exercice. Finalement, les entreprises ont joué le jeu de l'analyse de double matérialité, comme nous le constatons à la lecture des premiers états de durabilité. Elles ont mis en avant les principaux impacts, risques et opportunités pertinents au regard de leur modèle d'affaires. Elles ont également été transparentes sur les principaux manquements à date et leur plan d'action pour y remédier dans un avenir proche. Donc pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que saluer le travail accompli par les entreprises, même si bien sûr, tout n'est pas parfait et qu'il reste du chemin à parcourir. Alors au regard des premières parutions, quelles observations faites-vous sur ces états de durabilité? Quelles tendances se dessinent tant sur le fond que sur la forme de ces documents? Alors, en cette première année d'application, il est critique pour nous, en tant que commissaire aux comptes, d'avoir une vue d'ensemble des états de durabilité publiés par les grandes entreprises pour en tirer des enseignements. C'est pourquoi nous passons actuellement au crible d'un questionnaire de près de 400 questions, l'ensemble des publications du CAC 40 et du Next 20, et nous disposerons donc très prochainement d'informations pour étayer notre analyse et dresser un état des lieux complet, si je puis dire. Alors nous avons d'ores et déjà un aperçu des grandes tendances sur la base des 30 premiers états de durabilité publiés, et ces premières tendances confirment qu'il est nécessaire de simplifier la démarche et d'accompagner davantage les entreprises, et en particulier dans l'analyse de la double matérialité. Et ce n'est pas surprenant puisque le reporting ESRS n'en est qu'à ses débuts. Il faudra naturellement du temps et des évolutions pour atteindre une forme de maturité. Alors nous avons tous un rôle à jouer dans ce processus de maturation, que ce soit les normalisateurs, les régulateurs, les entreprises et bien sûr, nous, les commissaires aux comptes. Vous indiquiez il y a un instant que la double matérialité était un sujet sur lequel les entreprises ont besoin d'être plus accompagnées. C'est ce que vous avez observé dans les premières publications, dans les premières parutions sur les analyses de double matérialité? Oui, en effet, c'est ce qui ressort de notre panel des 30 premiers états de durabilité étudiés.
Une entreprise sur 2 a identifié au moins une action d'amélioration sur ce sujet. Et en moyenne, à l'issue de ce processus, les entreprises ont identifié une cinquantaine d'impacts, risques et opportunités matérielles, 56 pour être exact. La médiane est plus basse, avec 44 héros matériels, avec des pratiques assez hétérogènes et un égard type qui est très important puisqu'on va de 14 impacts, risques et opportunités à 209 voilà, pour les plus grands nombres. Alors sur cette première vague, de gros efforts ont été consentis dans l'identification et l'évaluation des impacts négatifs et des risques, puisque sur les 56 héros en moyenne, les 2/3 sont des impacts négatifs ou des risques. Alors, c'est semble-t-il plus dans l'ADN des entreprises de mettre en avant le négatif que le positif, mais c'est surtout l'économie qu'il faut bien le reconnaître, a un impact négatif globalement sur la planète. Et donc, c'est intéressant d'observer également que la chaîne de valeur a été bien embarquée puisque 20% des héros matériels portent uniquement sur la chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval. Alors, les impacts, risques et opportunités, comment se sont-ils répartis en termes de thématiques? Quelles sont les premières tendances que vous observez sur ces 30 documents? Alors, sur notre panel français, la thématique relative aux effectifs de l'entreprise concentre le plus grand nombre d'héros, avec en moyenne 13 impacts, risques et opportunités. Et ensuite, ce sont le changement climatique et la conduite des affaires qui regroupent le plus d'héros. Alors, de l'autre côté du spectre, l'eau et les ressources aquatiques, la pollution ainsi que les communautés affectées sont des thématiques sur lesquelles les entreprises ont identifié le moins d'impact, risques et opportunités matérielles. Donc, on voit que 7 normes ESRS thématiques sont matérielles en moyenne, 3 le sont systématiquement, comme le changement climatique, les effectifs de l'entreprise et la conduite des affaires. Et c'est bien naturel puisque ce sont des thématiques qui ont le plus d'histoire, j'ai envie de dire, en matière de reporting ESG et qui ont fait l'objet des plus fortes réglementations. Et à l'inverse, des normes comme E3, E4 ou S3 sont moins significatives et ça fait écho à des problématiques plus sectorielles ou à des enjeux peu matures sur lesquels les entreprises peuvent être assez dépourvues en outils et en données. Parmi les grandes attentes de ces premières publications figurent bien entendu les plans de transition climat. Que voyez-vous, qu'observez-vous à ce stade? Sur ce panel des 30 premiers états de durabilité, 27 sur 30 ont publié un plan de transition climatique, donc ce qui révèle un niveau de maturité élevé sur les enjeux climatiques. 93% ont intégré leur plan de transition climatique dans la stratégie globale de l'entreprise. 92% ont défini des cibles. Elles présentent tous les leviers de décarbonation et les plans d'action. Alors, la trajectoire de progrès, quant à elle, porte plutôt sur les plans d'investissement et de financement, puisque 44% des entreprises seulement, si je puis dire, présentent une quantification précise des investissements et financements nécessaires à la mise en œuvre de leur plan. Et pour les 56% restants, le plan d'investissement et de financement est encore en cours de consolidation et figure fréquemment dans les bases de préparation des états de durabilité étudiés comme un axe d'amélioration pour les années à venir. Donc, on peut imaginer des enjeux de fiabilité du chiffrage et probablement également de confidentialité. Et au-delà de la forme, si on passe sur le fond? Sur le fond, nous constatons un bon niveau d'alignement avec les trajectoires de décarbonation des accords de Paris, puisque 70% des entreprises de notre panel déclarent suivre une trajectoire compatible avec une limitation du réchauffement à 1,5 degré à minima sur les scopes 1 et 2, même si dans certains cas, la présentation de la trajectoire 1,5 degré mérite d'être clarifiée et j'imagine que ce sera le cas l'année prochaine. Alors, les leviers de décarbonation décrits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone sont généralement la transition vers les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'optimisation des activités opérationnelles, le développement de produits bas carbone et l'éco-conception, le désinvestissement des énergies fossiles, la décarbonation de la chaîne d'approvisionnement et bien sûr la décarbonation du transport logistique. Sur la base de ce panel, très intéressant pour nous à ce stade, des 30 premiers états de durabilité que nous avons étudiés,
Quels sont les principaux axes d'amélioration? Parce que forcément, il y en a, c'est la première année, c'est tout naturel. Alors, pour répondre à votre question, je me référerai, Hélène, aux sujets sur lesquels les entreprises elles-mêmes indiquent s'inscrire dans une trajectoire de progrès et s'engagent à faire évoluer le reporting. Il faut savoir que la quasi-totalité des entreprises ont pris des engagements d'amélioration dans leur état de durabilité et en moyenne, les entreprises ont pris 4 engagements par rapport. D'un point de vue thématique, le thème de l'environnement est le sujet clé dans la moitié des cas. Parmi les chantiers, nous trouvons notamment l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, les plans de transition, les indicateurs de pollution ou encore les objectifs environnementaux. En seconde position, c'est l'exercice de double matérialité qui regroupe 17% des axes de progrès avec des chantiers généraux sur l'amélioration du processus de double matérialité et puis également des actions plus ciblées comme par exemple l'analyse des risques climatiques ou l'évaluation des impacts et dépendances avec les écosystèmes. En troisième position vient la thématique sociale. Se sont posées notamment des difficultés d'interprétation et d'application, par exemple sur les indicateurs rémunération ou le salaire décent. Viennent également des chantiers transverses comme le contrôle interne, la collecte des données, les ressources financières allouées au plan d'action et j'en passe. Et puis, dans une moindre mesure, les chantiers liés à la conduite des affaires et principalement ceux liés à la mise en œuvre des indicateurs sur les délais de paiement. Donc, des axes d'amélioration sur lesquels les entreprises, les grands groupes qui ont été concernés par cette première vague d'état de durabilité devront travailler en 2025 pour la publication 2026. L'an passé, en 2024, à mesure que les premiers reportings de durabilité se précisaient, est apparu du côté des émetteurs le besoin d'une révision de la directive CSRD et des normes ESRS. Dans le même temps, plusieurs voix, celle de l'AMF, celle de l'AFEP ou encore celle de l'ANC, se sont exprimées en France pour demander une révision plus large de cette directive. Le 26 février 2025, donc il y a quelques semaines, un projet de directive omnibus a été publié et a notamment annoncé l'abandon des normes sectorielles. Depuis, la directive Stop the Clock, qui reporte l'application de la CSRD et de la CS3D pour devoir de vigilance, a été publiée le 16 avril dernier, donc il y a quelques jours. Il est sûrement utile, Sarah Bagnon, d'expliquer à nos auditeurs ce que recouvre ce projet omnibus et comment la directive Stop the Clock s'y intègre. Alors, le projet Omnibus, Hélène, c'est une approche de simplification qui intègre 2 grandes séries de propositions qui se traduiront à travers de 2 directives et d'une série d'autres propositions. La première directive, Stop the Clock, s'adresse principalement aux États membres qui ont déjà transposé la directive CSRD dans leur droit national, comme la France. L'idée générale ici, c'est de reporter de 2 ans les vagues 2 et 3. Ce report de 2 ans de la première application de la CSRD pour les entreprises de la vague 2 et de la vague 3 a été approuvé par le Parlement européen le 3 avril dernier dans le cadre d'une procédure accélérée, puis adopté définitivement et publié le 16 avril. Il revient maintenant aux États membres de la transposer d'ici fin 2025. La seconde série de propositions fait l'objet d'un projet de directive dit Content ou contenu. Ce projet se caractérise par une réduction massive des entreprises entrant dans le champ d'application de la CSRD, principalement via un changement de seuil. Alors tout ça ne sont que des propositions, c'est le début d'un long processus législatif et réglementaire. Et donc, sans jeu de mots, nous connaissons la gare de départ de l'omnibus, mais nous n'avons pas de vision sur la gare d'arrivée. Cette directive dite Content sera suivie d'autres propositions sur la simplification des ESRS. Ce projet a été confié à l'EFRAG qui a lancé un appel public à contribution avec une date limite fixée au 6 mai 2025, donc dans quelques jours. Des simplifications également de la taxonomie, dont la première consultation s'est achevée le 26 mars. Avec Omnibus, selon ma compréhension, nous passerions d'une approche par vague à une approche par seuil, c'est bien ça? Oui, c'est ça, et c'est un changement de paradigme. Et le principal seuil à retenir est le seuil de 1000 salariés. C'est un seuil critique qui va s'appliquer à toutes les entités basées dans l'Union européenne. Ce seuil va être conjugué avec soit un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, soit un bilan supérieur à 25 millions d'euros. Et le reporting obligatoire serait limité aux seules entreprises ou groupes de l'UE de plus de 1000 salariés.
pour les autres entreprises, le reporting deviendrait optionnel, volontaire, et donc les entreprises sous les seuils de 1000 salariés pourraient publier de manière optionnelle, conformément à une norme volontaire basée sur la norme VSME. Alors, cette vue d'ensemble est très importante, elle était indispensable pour les entreprises. Maintenant, voyons comment la directive Omnibus 1 et le projet de directive Omnibus 2, conjugués, si je puis dire, vont ou pourraient affecter les entreprises et à quel horizon, dans quelle dimension temporelle? Alors, arrêtons-nous sur 2 scénarios. Tout d'abord, le scénario le plus simple, celui des grandes entités d'intérêt public de plus de 1000 salariés de l'actuelle vague 1. Aujourd'hui, elles ont finalisé ou sont en train de finaliser leur premier reporting sur l'exercice 2024, conformément aux normes ESRS actuelles. Demain, ces entreprises continueront d'établir un état de durabilité et à terme, elles pourront appliquer des ESRS révisés ou simplifiés. Le second scénario est le plus délicat, celui des entités d'intérêt public de 500 à 1000 salariés. Aujourd'hui, ces entités sont en train de finaliser leur premier reporting sur l'exercice 2024, conformément aux ESRS. Elles continueront en 2025. En revanche, à partir de 2026 ou de 2027, nous ne connaissons pas la date d'entrée en vigueur, leurs obligations de publication pourraient évoluer. Le Conseil européen propose en effet de laisser aux États membres la possibilité d'exempter les entreprises ou groupes dont les effectifs n'excéderaient pas 1000 salariés. Ainsi, elles pourraient choisir de continuer à publier des informations de durabilité, donc de manière optionnelle, établie conformément à une norme volontaire basée sur la norme VSME. Notons au passage que le Conseil européen a également proposé la possibilité pour les grandes entreprises cotées sur un marché réglementé de pouvoir bénéficier de l'exemption prévue pour les filiales, chose qui leur est interdite en l'état actuel des textes. Donc, nous ne savons pas encore tout à ce stade, c'est encore trop tôt. On peut retenir quand même que globalement, les propositions, parce qu'on est toujours au stade de proposition, que les propositions Omnibus ne sont pas qu'une histoire de périmètre. Elles envisagent aussi d'autres changements. Alors, parallèlement à ces propositions, la Commission européenne a annoncé plusieurs autres simplifications, c'est le terme qu'elle utilise elle-même. Sur le fond, comment les commissaires aux comptes perçoivent-ils les révisions proposées par Omnibus ? Nous saluons la volonté de la Commission européenne de simplifier les ESRS. La profession des commissaires aux comptes, en la personne de la CNCC, soutient une approche progressive et proportionnée des textes. Toutefois, simplifier ne signifie pas déréguler de manière massive. En tant que commissaires aux comptes, nous sommes convaincus de l'utilité de ce reporting qui permet aux sociétés de démontrer la résilience de leur modèle d'affaires, de renforcer leur réputation, d'attirer les talents et également d'accéder à certains financements. Et l'assurance que nous allons apporter va donner de la valeur à cette démarche vis-à-vis des tiers. Donc, il ne faut pas lâcher. Je vous pose la même question, Sarah Bagnon, du côté des entreprises. Alors là, quelles ont été leurs réactions à l'annonce du projet Omnibus ? J'ai compris que vous les aviez sondées. En effet, nous avons souhaité recueillir la réaction des entreprises aux propositions Omnibus 1 mois après leur publication. Et donc pour cela, nous avons interrogé nos clients en audit et en conseil, soit 128 entreprises présentes dans 18 pays, dans et hors de l'Union européenne et opérant dans divers secteurs d'activité. Et il ressort de notre enquête que malgré les incertitudes d'Omnibus, 88% d'entre elles poursuivent leur projet de mise en œuvre des ESRS. Alors, parmi ces 88%, 22% sont actuellement en pause et 8% sont encore indécises. Seuls 12% ont décidé d'arrêter. Alors, nous avons également demandé aux entreprises les principales raisons qui les motivent à poursuivre leur projet et elles nous ont répondu qu'elles capitalisaient sur le temps supplémentaire qui leur est accordé pour se concentrer sur la comptabilité carbone, l'analyse des risques climatiques et de résilience, les plans de transition et les systèmes de gouvernance interne. Elles sont également attachées à renforcer la pertinence stratégique des états de durabilité pour répondre aux besoins d'information des investisseurs et garantir l'accès au capital. Et enfin, elles sont attachées à ne pas prendre de risques de non-conformité si les textes Omnibus ne sont pas transposés. Pourtant, une petite minorité d'entre elles décide d'arrêter. Pourquoi ?
parmi les raisons de s'interrompre ou de s'arrêter, les entreprises invoquent le besoin de réévaluer la stratégie de reporting selon les nouveaux critères proposés, de profiter également d'une pause pour favoriser l'alignement en interne et se lancer ensuite sur des actions sans regret ou sur la norme VSME, d'attendre d'y voir plus clair, compte tenu de l'incertitude réglementaire. Et puis enfin, certaines entreprises sortiraient du champ d'application et n'auraient donc plus d'obligation de reporting supplémentaire dans l'Union. Alors, il est intéressant de noter que parmi les entreprises qui prévoient de continuer à faire un rapport, 3 sur 4 prévoient d'utiliser les ESRS comme cadre de reporting, avant même que les propositions omnibus ne l'exigent ou ne l'exigeraient. Et sur celles qui seraient hors du périmètre omnibus, il est intéressant de noter que 2 sur 3 continueraient à faire un reporting ESG de manière volontaire. Je retiendrai donc que globalement, il y a un plébiscite de ces états de durabilité, quelle que soit la forme qu'ils prennent, et que l'on y soit soumis de manière obligatoire ou de manière volontaire. En sus de l'actualité européenne, la France, notre beau pays, a proposé de reporter certaines obligations en matière de durabilité, dont celles relatives aux entités de la deuxième et de la troisième vague. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 3 avril, la veille par l'Assemblée. Nous n'attendons plus que sa publication au journal officiel. Alors, il est sûrement utile, Sarah Bagnon, d'expliquer un peu plus ce projet de loi dit DADU. Alors, DADU pour disposition d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, etc. Et surtout de nous dire si cela lève l'insécurité juridique dans laquelle étaient plongées ces entreprises de la vague 2 et 3 depuis la publication d'Omnibus. Alors en effet, Hélène, en parallèle et par anticipation des textes européens, cette loi DADU reporte certaines obligations en matière de durabilité initialement prévues par la CSRD et sa transposition en droit français. Elle lève ainsi l'insécurité juridique dans laquelle étaient plongées les entreprises suite aux propositions Omnibus. Alors cette loi DADU vise notamment le report des obligations pour les entités des deuxième et troisième vagues de 2 ans. Donc nous sommes alignés avec les propositions Omnibus. Les entités de la vague 1 ont désormais la possibilité d'omettre au titre des exercices 2025 et 2026 les informations mentionnées dans l'appendice C de SRS 1, donc qui liste les mesures transitoires. Donc ces mesures transitoires, rappelons-le, elles n'étaient à l'origine applicables que pour la première année. La loi DADU prévoit également la possibilité d'omettre certaines informations liées au secret des affaires dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce. Ça se fera sous certaines conditions et entre autres conditions, il est important de préciser à nos auditeurs que l'omission doit notamment faire l'objet d'un avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, démontrant que la publication des informations omises est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société. Et en outre, elle ne doit pas faire obstacle à la compréhension de la situation de la société et les incidences de son activité. Enfin, cette loi DADU dépénalise notamment le défaut de nomination et de convocation à l'AG d'un vérificateur des informations de durabilité, qu'il soit CAC ou OTI. Une loi DADU qui permet de mettre la France en conformité dans un délai très bref par rapport à ses propositions Omnibus. Tout de même, les choses restent très complexes et donc au regard de cette complexité, de la somme de travail que représentent ces textes et des incertitudes qui subsistent et qui viennent d'être créées, est-ce qu'on peut donner, Sarah Bagnon, un peu de perspective aux entreprises qui nous écoutent, à la fois sur le calendrier d'adoption européen et aussi sur le calendrier de transposition, parce qu'il faut les transposer, ces textes européens en France? Oui, les entreprises se demandent, et c'est tout à fait compréhensible, quand nous y verrons plus clair. Alors voici quelques éléments qui vont, je l'espère, leur permettre de mieux visualiser le calendrier, au mieux des connaissances à date. Le texte sur le report des obligations de reporting, donc le fameux Stop the Clock, a été publié au journal officiel de l'Union européenne et est entré en vigueur. Donc ces dispositions doivent désormais faire l'objet d'une transposition dans les droits nationaux avant le 31 décembre 2025. Le texte final de l'Omnibus sur le contenu devrait être validé d'ici fin 2025 ou le milieu de l'année 2026. Les États membres auront ensuite 1 an pour le transposer. Nous ne connaissons pas à ce jour la date de première application.
L'acte délégué sur les ESRS simplifiés serait publié à la fin du premier semestre 2026 et nous ne connaissons pas non plus à ce jour la date de première application de ce texte. Alors tout ça est au conditionnel, l'enjeu est aujourd'hui politique et il est possible que ces propositions évoluent au fil des débats au Parlement et au Conseil de l'Union européenne. Et nous vous en tiendrons bien entendu informés sur ces ondes, chers auditeurs et chères auditrices. Nous arrivons au terme de notre échange. Pour conclure, quelle perspective peut-on dessiner pour la CSRD ? Comment voyez-vous l'évolution de son application et son impact sur les entreprises au cours des prochaines années ? En conclusion, je dirais que nous sommes d'accord pour constater que cette première année de reporting ESRS a été un chantier complexe. Et c'est normal au regard de l'ampleur de la tâche et de sa difficulté. N'oublions pas que les normes comptables IFRS ont mis 35 ans à s'installer. En matière de durabilité, compte tenu de l'urgence, notamment climatique, nous avons 5 ans, 10 ans tout au plus. Alors dans la dernière ligne droite, l'accent a parfois été mis sur la collecte et la fiabilisation des données au détriment de ce que j'appelle la sustainability story, c'est-à-dire le narratif qui permet de comprendre la trajectoire de durabilité de l'entreprise. L'exercice de conformité de cette première année et de la dernière ligne droite a rendu difficile la prise de recul. Et donc, ce premier exercice n'a pas forcément permis aux entreprises de communiquer efficacement sur leur histoire et leur stratégie. Donc, nous nous attendons à ce qu'à l'avenir, elles se concentrent davantage sur l'histoire et le lien avec la stratégie. Et nous souhaitons d'ailleurs que la structure des états de durabilité évolue de manière à répondre à la fois aux besoins de conformité et aux besoins opérationnels. Car finalement, la raison d'être du reporting de durabilité, c'est bien de satisfaire le besoin de lien entre la stratégie et les plans d'action d'une part, le reporting d'autre part, et également le dialogue avec les parties prenantes qui est soutenu par ce reporting. Et ce lien, il est critique. Il est critique pour que les risques et les opportunités liées à la durabilité se traduisent à terme dans le prix des actifs et que de manière ultime, cela favorise l'allocation des capitaux et soutienne la transition durable. Et c'est bien tout l'enjeu de ces états de durabilité, soutenir une transition durable. Sarah Bagnon, un grand merci pour tous vos éclairages. J'espère qu'ils seront très utiles aux entreprises qui, pour certaines, viennent de publier leurs premiers états de durabilité et qui, pour d'autres, sont dans les starting blocks pour le faire l'année prochaine ou dans 2 ans. Et je vous retrouverai avec grand plaisir le mardi 3 juin prochain pour une nouvelle matinale. À très bientôt sur ces ondes. Les matinales de KPMG.